L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Et Dieu sait que les sujets ne manquent pas, Luc Châtel. Donc bienvenue, Mickaël, bienvenue évidemment ce matin. Est-ce que vous considérez que Jean-Marc Ayrault existe sur le plan politique, ou est-ce que vous êtes d'accord avec les remarques de Guillaume Tabar sur Radio Classique il y a un instant, à savoir qu'il est bousculé médiatiquement par l'omniprésence de Manuel Valls? Jean-Louis Borloo, dans son intervention hier, parlait de transparence. Je pense que le mot était assez bien choisi. Voilà. Et c'est pas forcément la transparence que Jean-Marc Ayrault aimerait dont on parle. Non, la vérité, c'est que Jean-Marc Ayrault, d'abord, est à la tête, non pas d'une majorité, mais d'un cartel électoral. On l'a vu hier. On voit bien qu'il y a eu une entente pour gagner les élections. Mais on était d'accord sur rien. Et on voit bien que, malheureusement... Et c'est ça qui le fragilise? Bien sûr. Au moment, l'heure de vérité, elle est là, puisqu'on voit la majorité se disloquer face à un texte absolument majeur. Et Jean-Marc Ayrault, il faisait un peu pitié à voir hier en essayant de défendre un texte que lui-même avait combattu. Moi, j'ai pas oublié le Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste, qui à aucun moment n'a voulu aider le gouvernement de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, sur ce traité européen, qui à aucun moment n'a pris ses responsabilités pendant la campagne. Maintenant, c'est facile d'expliquer que c'est un bon traité, qu'il n'hypothèque en rien la marge de manœuvre budgétaire, parenthèse, au moment où eux sont en train de matraquer les classes moyennes. Mais alors justement, on va enchaîner avec Mickaël, parce que l'un des grands reproches politiques, alors je ne sais pas si vous le soutenez ou pas, qui est fait par l'ancienne majorité à la nouvelle, c'est de dire, vous citiez Jean-Louis Borloo, ça a été le thème de son intervention, qui était à la fois, j'allais dire, comique et sérieuse hier, c'est de dire au fond François Hollande qu'en matière de sécurité ou en matière justement de politique européenne, il ne fait que du Sarkozy avec epsilon en plus ou epsilon en moins. Mais c'est du copier-coller. Non, c'est pas du copier-coller. Je ne sais pas si François Hollande a envie de montrer qu'il fait du Sarkozy, mais il y a une grosse différence entre Hollande et Sarkozy. C'est que Sarkozy, d'abord, il était dans l'action. On voit bien que sur les questions de sécurité, François Hollande est dans le double langage permanent. Pourquoi il a dû aller sur le terrain, François Hollande? D'abord parce que les résultats en matière de sécurité, malgré la popularité de son ministre de l'Intérieur, sont désastreux. C'est-à-dire que sur le sujet sur lequel la gauche avait attaqué Nicolas Sarkozy et le gouvernement, les violences aux personnes, eh bien, on a des chiffres désastreux depuis 3 mois. Deuxièmement, donc Valls, c'est une baudruche. Deuxièmement, c'est une baudruche qui se montre. C'est pas le sujet de c'est une baudruche, mais il y a un double langage, parce qu'on met Valls en avant, mais derrière Valls, il y a Taubira. Et on voit bien qu'il y a un double discours. On ne peut pas d'un côté montrer un ministre de l'Intérieur qui joue les républicains, qui explique que l'État est présent partout, qui joue l'apaisement, et puis de l'autre, une ministre de la Justice qui, à longueur de journée, prend des positions validées par le chef du gouvernement, qui consiste à montrer que le gouvernement est en retrait sur les questions de sécurité. Quand sur la délinquance des mineurs, sur la récidive, on voit bien qu'il y a un double discours. Et en matière de sécurité, dès que vous avez un double discours, les résultats chutent. Permettez, Mickaël. Luc Châtel, donc Manuel Valls, pour vous, il trouve grâce un petit peu à vos yeux. C'est le seul ministre capable dans ce gouvernement? Non, moi d'abord, je ne suis pas là pour juger les ministres du gouvernement. Ensuite, je ne vois pas pourquoi il trouverait grâce à mes yeux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les résultats. Vous voyez, l'école Sarkozy, c'est les résultats. Ce que je constate, c'est que sur un sujet sur lequel on avait reçu beaucoup de leçons, la question de l'insécurité, à tort, puisque, souvenez-vous du bilan d'année Jospin contre année Sarkozy, il était nettement à l'avantage d'année Sarkozy, mais le seul sujet sur lequel il nous attaquait, c'était les violences aux personnes. Eh bien, depuis 3 mois, les violences aux personnes, elles ont complètement explosé. Donc il y a quand même un sujet. Et c'est bien de faire de la communication, c'est mieux d'avoir des résultats. Et les Français, donc les Chirol, c'est un tournant. L'affaire des Chirol, c'est un tournant. Disons que c'est un tournant, d'abord dans la façon, moi j'avais entendu un candidat Hollande nous expliquer qu'il serait en retrait, nous expliquer qu'il ne ferait pas comme son prédécesseur. On voit bien qu'il est rattrapé par les événements et qu'on ne peut pas rester en permanence en retrait. Puis ensuite, victime d'un double langage, parce que c'est bien de communiquer, d'expliquer, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de mener une action ferme en matière de sécurité et d'obtenir des résultats. Justement, hier soir, dans le 20h de France 2, Manuel Valls a expliqué encore une fois que la priorité, c'était l'éducation, la jeunesse. Qu'en pense l'ancien ministre de l'Éducation, justement? Bien sûr. En gros, il remet en cause votre bilan. Non, mais attendez, bien sûr que si la seule stratégie de ce gouvernement consiste à détricoter tout ce qui avait été fait avant, c'est désespérant. Nous sommes quand même le seul pays au monde hier soir, il dit que rien n'a été fait. Non mais votre question est importante. On est quand même le seul pays au monde où, en pleine crise, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur un certain nombre de fondamentaux, notamment dans le domaine de l'éducation. Moi, j'ai lu ce matin une interview de Vincent Peillon dans les Échos sur, par exemple, la place de l'entreprise à l'école.
écoutez, ça ne fait que reprendre ce que j'avais initié, l'enseignement de l'économie. J'ai rendu l'économie obligatoire pour tous les lycéens. Et puis, le travail que nous avons mené sur la voie professionnelle, avec la réforme de la voie professionnelle, où ce que nous voulions, c'était rapprocher ces lycéens du monde de l'entreprise. Donc moi, quand ça va dans la bonne direction, j'approuve. Et on devrait quand même, en France, être capable de se mettre d'accord sur l'essentiel. Moi, selon je me Donc rends sur compte, l'éducation, on n'arrive pas à trouver un consensus entre la droite et la gauche, vous êtes mais d'accord? il n'y a pas que sur l'éducation. Si vous voulez. Ce gouvernement, parce que au départ, on a trompé les Français. On a trompé les Français sur l'état de la crise, sur la situation, et on a trompé les Français sur les remèdes. Et parce qu'on a trompé les Français, on voit bien qu'il y a un hiatus de départ et qu'il faut déconstruire. Il faut en permanence s'attaquer à ce qui avait été précédemment. Alors que aujourd'hui, l'État de la France mérite mieux que cela. Alors Luc Châtel, justement, parlons un petit peu de la présidence de l'UMP, parce que vous parlez justement du diagnostic qui a été fait les années précédentes, mais il y a quelque chose qui est assez particulier, c'est que Valérie Pécresse, qui elle, justement, est avec François Fillon, alors que vous êtes avec Jean-François Copé, elle est quand même la première, après le livre de Roselyne Bachelot, à dire finalement en matière de déficit budgétaire, on aurait dû faire plus, donc d'instituer cette idée que tout n'a pas été parfait sous le règne de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'elle a eu tort ou raison? Je ne partage pas cette analyse. Voilà, j'adore Valérie, qui est une amie, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Je ne partage pas cette analyse. Nous aurons le temps de faire le bilan des années Sarkozy. Nous aurons le temps de faire le droit d'inventaire. Et il y a beaucoup de spécialistes, d'experts qui seront bien mieux que nous capables de faire ce droit d'inventaire. Le sujet aujourd'hui, c'est moins celui-ci que de travailler Est-ce que c'est à une la faute reconquête politique d'avoir commencé dans la perspective? Je pense que le temps n'est pas venu de ce droit d'inventaire et on n'est pas obligé de se tirer une balle dans le pied en permanence. Voilà. Moi, ce que j'ai entendu hier, c'est Jean-Marc Ayrault en permanence faire référence à ses propos. Franchement, je pense que c'était pas le moment. Donc, moi, je pense qu'on a plus besoin de réfléchir sur notre projet, de réfléchir comment on va organiser la reconquête. Nous n'allons pas reconquérir le pouvoir parce que les autres seront mauvais. Ils seront mauvais, certes, mais nous avons besoin de reconquérir le cœur des Français. Comment? Sur quel projet? Nos idées ont besoin d'être remises à plat. C'est d'ailleurs ce qui me pousse à porter une motion dans le cadre de ce congrès pour défendre les idées libérales et humanistes, les idées modernes. Je pense que notre pays a besoin de remettre à plat son corpus idéologique. Et quand elle dit ça, elle fait quand même écho aux propos de François Fillon sur la faillite de l'État. Et donc, on a l'impression que, sans le dire tout en le disant, François Fillon essaye d'ouvrir une brèche entre celui qui a été son président, entre guillemets, et la manière dont il pourrait être amené à mener la politique à la tête de l'UMP, justement, pour les années à venir. Moi, je pense qu'on ne rassemblera pas l'UMP en enterrant Nicolas Sarkozy. Voilà. Je pense que nous devons être solidaires de ce que nous avons fait dans une période extrêmement difficile. Ensuite, viendra le temps, lorsque nous élaborerons notre projet, de réfléchir à ce que nous avons fait, à ce que nous n'avons peut-être pas assez fait, là, nous n'avons pas été assez loin, à ce que nous avons peut-être mal fait. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais Michael Zamès, justement, nous avançons ensemble, nous sommes en direct avec Luc Châtel sur l'antenne de Radio Classique et Public François Baroin, Valérie Pécresse, partie dans le camp de François Fillon. Que reste-t-il de cette bande qu'on a appelée la bande de mousquetaires dont vous faisiez partie aujourd'hui? Il reste Christian Jacob, moi-même et Jean-François Copé. Voilà. Donc nous sommes unis. Simplement, est-ce qu'on vous aviez appelé... Vous sentez de la trahison dans tout ça ou pas? Non, c'est pas le sujet. Vous savez, ce qu'on avait appelé les mousquetaires, c'était pas une organisation politique. C'était une amitié. Voilà, nous avons fait des choix différents avec Valérie Pécresse, mais nous sommes amis. Et nous parlons, nous discutons et nous travaillerons ensemble, quoi qu'il arrive dans l'année qui vient. Donc c'est pas le sujet. C'est une bande d'amis, oui, qui partageaient à un moment donné un certain nombre d'orientations politiques. Je regrette qu'aujourd'hui, nous ne les partagions pas, mais ça fait aussi partie de la vie politique. Le 25 octobre, il y aura ce débat sur France Télévisions entre François Fillon et Jean-François Copé. Certains, à l'UMP, disent qu'il faudrait annuler ce débat. Bernard Accoyer en tête. Qu'en pensez-vous? Je me suis moi-même posé cette question en me disant, finalement, c'est un débat qui est destiné à ceux qui vont voter, c'est-à-dire 260 000 adhérents. Est-ce que nous devons le porter sur la place publique devant 4 ou 5 millions de téléspectateurs? Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui doit être, je reprends le mot de notre émission au départ, transparent. Nous sommes dans un monde qui est plus transparent. Donc je pense que plus on va vers le grand public, plus on explique les choses, plus on parle aux Français, mieux c'est. Donc je pense que François Fillon et Jean-François Copé sont capables de mener un débat de qualité en se respectant dans le cadre de cette campagne à la présidence de l'UMP. Donc je pense que c'est une bonne chose de débattre à la télé. Mais en même temps, s'il n'y a pas véritablement de différence de fond, de quoi vont-ils parler? D'abord, de leur costume, de leur cravate, de leur attitude à l'égard des militants. Parce que c'est compliqué. Et en même temps, ça va être un des grands arguments de la gauche. Ils vont dire, la gauche est en difficulté. Quand ils vont voir les différences entre Fillon et Copé,
développer, ils vont s'appuyer de ça pour essayer de remonter dans les sondages qui sont quand même, pour l'instant, pas très D'abord, bons. je ne pense pas que la gauche ait de leçons à nous donner en matière de désignation de leur premier secrétaire du Parti Socialiste, qui ont fait ça à 3 dans le bureau du président de la République, lui qui avait dit, moi, président de la République, je ne m'occuperai plus des affaires du parti. Deuxièmement, moi, je ne regrette pas le temps où le secrétaire général de notre parti était désigné, où il avait successivement un successeur désigné systématiquement, et qu'il était acclamé par l'Assemblée générale des militants à main levée. Moi, je pense que c'est moderne d'avoir un débat. Je pense que ça montre la maturité de la formation politique. Je ne dis pas que c'est sans risque, mais moi je fais confiance à la fois à Jean-François Copé et à François Fillon pour la tenue de ce débat. Ensuite, vous dites qu'il n'y a pas de différence. On verra. Il y a 1 mois et demi de campagne et on va voir sur le fond. J'ai dit qu'il y avait un les risque. uns les autres prennent des positions et on verra. Et les militants jugeront la différence entre les deux. Dernière chose, la forme, la méthode, ça n'est pas rien. C'est important. Ne nous trompons pas d'élection. Et je le dis aux militants qui vont aller voter le 18 novembre prochain. Le sujet, c'est pas de désigner le candidat à l'élection présidentielle. Le sujet, c'est de porter à la tête de notre formation le militant parmi les militants qui va être chargé d'organiser la reconquête. C'est ça le sujet. Donc la méthode, l'organisation, ça compte. Michael Zamès. Petite question. Valérie Trierweiler accorde une interview aujourd'hui dans le journal Ouest France. Elle dit avoir fait une erreur à propos de son tweet et renonce finalement aussi à son émission de télé. Elle a bien fait? C'est trop tard? Vous savez, je me disais en écoutant ça ce matin, par les temps qui courent et vu la crise, si on pouvait épargner aux Français ce genre de feuilleton, ce serait pas plus mal. La dernière fois qu'elle nous a expliqué, j'ai compris, 1 mois après, on a annoncé qu'elle allait lancer une émission de télévision à la rentrée. Voilà. Oh, tout ça est annulé. Écoutez, nous verrons. Puisque vous avez été ministre de l'Éducation, beaucoup de gens maintenant parient, il y a les paris sportifs, et c'est vrai que ces paris sportifs se sont répandus dans le pays, beaucoup sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être une faute morale? Et deuxièmement, est-ce que vous considérez qu'ils sont en train, parce que vous aimez le sport, de dénaturer le sport? Non, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça prend une telle ampleur, cette affaire, Garbet. Oui, ça prend une ampleur parce que pourquoi ça prend une telle ampleur? Parce que on avait l'impression que le handball était le sport sain et c'était un peu l'anti-football. Et puis cette équipe de France, elle est fantastique. Il se trouve que je connais Nicolas Karabatic qui avait accepté d'être au niveau de l'éducation un des représentants du sport à l'école. Et c'est un garçon formidable. Il a donné sa vie au handball. Donc c'est vrai que on tombe de l'armoire quelque part. Maintenant, il y a la présomption d'innocence. Il faut voir l'enquête, la laisser aboutir. Et il y a plein de pays où ces paris sportifs ont dénaturé le sport. Il y a des grandes vedettes du sumo au Japon qui ont été qui ont arrêté leur carrière. C'est tellement tentant. Oui, mais en Italie, il y a eu des scandales considérables. Revenons à nouveau à la transparence. Le pire, moi je suis un libéral, c'est d'interdire en disant ça se passe pas, ça n'existe pas. Ça existera toujours. Donc vous avez beau interdire les paris, et je préfère qu'ils soient autorisés et encadrés plutôt qu'ils se passent dans des arrière-cours de cafés ou de restaurants. Donc c'est bien de les organiser, simplement il y a des autorités compétentes, indépendantes, qui sont capables d'apprécier. Et d'ailleurs, ça a fonctionné, puisqu'on voit bien qu'il y a une enquête qui est liée manifestement à une pratique qui n'a pas été conforme à l'éthique. Donc laissons le procès aller à son terme. Mais c'est vrai que, quelque part, ça fait mal au cœur quand on a en tête ces médailles olympiques de cette équipe de France. Merci Luc Châtel d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Merci à vous. Sénat. Bonne journée à vous, bonne journée Michael. Bonne journée, à demain.